អង្គុយចុះអង្គនឹងជំនះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនការនិងផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រមមេធាវី Le président, reprise des débats. La parole est au co-avocat des parties civiles qui poursuit son interrogatoire du témoin. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sopang, je vais continuer avec mes questions. Hier, vous avez dit que lors de votre audition par les co-juges d'instruction, il y avait certaines choses dont vous n'étiez pas certain et que donc ce que vous avez dit ne pouvait pas servir. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en disant cela, est-ce que vous parliez de l'ensemble de vos déclarations devant les co-juges d'instruction ou simplement de certaines parties de vos déclarations? Réponse. Pour préciser, lors de mon audition au bureau des co-juges d'instruction, il y a certaines choses que j'ai pu dire où j'ai utilisé les termes « peut-être ». Et ce sont ces phrases-là dont il faudrait ne pas tenir compte. La partie civile, êtes-vous en train de dire qu'il faut supprimer l'ensemble de vos déclarations ou simplement une partie? Le président, le témoin a donné une réponse claire. Il est inutile de renouveler cette question. Maître Tisrina, merci, Monsieur le Président. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je souhaiterais présenter le document E3/64 en Khmer 0032 80 40, en anglais 0033 40 57, en français 0041 17 07. Le procureur vous a posé une question, mais avant de poser ma question, j'aimerais demander l'autorisation des juges. Le président, oui, allez-y. Les co-juges d'instruction, vous en parlez d'un télégramme où une question a été posée pour solliciter un avis. Vous avez dit que sur certains problèmes, quand Pol Pot pouvait les résoudre, il répondait immédiatement. Mais sur d'autres problèmes, lorsque cela concernait le comité tout entier, dans ce cas-là, Pol Pot pouvait convoquer les membres du comité pour déterminer d'une décision ensemble. Donc, pourriez-vous nous dire quelles étaient les questions que Pol Pot ne pouvait pas résoudre seul? Réponse. Au sujet de ce télégramme, j'ai bien dit ne pas être certain. J'ai utilisé le terme « peut-être », justement pour signaler mon incertitude. J'aimerais donc que la Chambre ne tienne pas compte de cette partie de ma déclaration. Question.
Merci. Sur la base de votre expérience en matière de décodage de télégrammes, ce qui vous a permis de voir des communications entre les bases et le comité 870, y a-t-il eu des réunions du comité permanent convoquées suite à l'arrivée de télégrammes? Réponse: je ne sais pas, car je n'étais pas membre du comité permanent. Question. Merci. Je passe à une autre question. Concernant le document E3/67, votre deuxième audition au BCJE, en Khmer à la page 0029 45 45 en anglais, 0048 39 73 en français, 0037 49 40. Dans la réponse que vous avez donnée, vous avez dit: quant au courrier de Nunchia, je l'ai décodé également, mais ce n'était pas fréquent. Voici ma question. Que contenaient les messages que Nunchia vous demandait de décoder? Réponse. Nunchia s'occupait des réunions de l'Assemblée des représentants du peuple. Avant les réunions de l'Assemblée, il convoquait des membres de l'Assemblée qui étaient dans les bases. Cela ne se produisait qu'une fois par an et non pas de façon quotidienne, voire hebdomadaire. Question. Vous dites que cela se tenait une fois par an. Combien de fois a-t-on convoqué cette assemblée pendant l'ensemble de la période du régime? Réponse. Je n'ai reçu qu'un message, en 1977. Par la suite, compte tenu de la situation prévalant dans le pays, l'Assemblée ne s'est plus réunie. D'après mes souvenirs, c'est la seule fois que Nunchia a envoyé un message aux membres pour les convoquer à la réunion de l'Assemblée. Question. Merci. J'aimerais utiliser le document suivant. D200/9.12 ERN en Khmer 0029 45 81 en anglais 0043 43 65 et en français 0076 72 53. Je pense que le témoin a déjà ce document car le procureur le lui a fait remettre. J'ai des questions complémentaires à ce propos. En plus de celles déjà posées par l'accusation. Le président. Je vous en prie. La partie civile. Merci. Il s'agit du schéma que vous avez dessiné. Il y a un rectangle
disant comité 870, ensuite présidium et ensuite encore un autre rectangle, à savoir Assemblée des représentants du peuple. Voici ma question. De quelle manière ces trois entités communiquaient-elles par le biais des télégrammes? Réponse. Pour ce qui est des communications entre le comité 870, le présidium de l'État et l'Assemblée, je n'ai jamais vu de télégramme convoquant de réunion entre ces entités parce que tout était établi à Phnom Penh. Le cas échéant, communiquer n'était guère compliqué. Il n'était pas besoin de recourir aux messages confidentiels dont se chargeait mon équipe. Question. Je voudrais évoquer ce que vous avez dit dans votre déposition. Le 29 août et jusqu'à ce matin, vos réponses ont porté principalement sur les communications par télégramme à l'intérieur du pays. Qu'en est-il de l'échange de télégrammes entre le Cambodge et d'autres pays? Comment les choses se passaient-elles? Est-ce que des télégrammes venant de l'étranger étaient envoyés au comité 870? Réponse. Je ne connaissais pas pleinement la situation concernant les télégrammes et l'étranger. Je ne peux donc pas vous répondre. Question. Qu'en est-il du ministère des Affaires étrangères? Ce ministère a-t-il jamais envoyé de télégramme au comité 870 par le biais de votre unité ou bien le faisait-il directement? Réponse. Le ministère des Affaires étrangères avait son siège à Phnom Penh. Il n'y avait pas de communication par télégramme avec mon équipe. Question. Dans ce cas-là, de quelle façon le ministère des Affaires étrangères communiquait-il avec le comité 870? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Le ministère des Affaires étrangères possédait-il sa propre équipe de décodage? Le président, témoin, veuillez attendre. La parole est à Maître Carnavas. Maître Carnavas, merci. Monsieur le Président, bonjour à toutes les personnes ici présentes. Cette question a été posée hier. Je ne sais pas si l'avocate était présente. Le témoin y a répondu en réponse à une question de l'accusation et donc pas besoin de reposer la question. Sauf si c'est pour voir si le témoin va dire aujourd'hui quelque chose de différent de ce qu'il a dit hier sous serment. La partie civile.
Si j'ai posé cette question, c'est pour obtenir une confirmation. Il s'agit de savoir si chaque ministère avait sa propre équipe de décodeurs. Si la transmission des télégrammes de l'étranger ne passait pas par son unité, mais pouvait s'adresser directement au comité 870, j'aimerais que le président dise aux témoins de répondre. Maître Carnavas, je n'essaye pas de débattre de cette question, mais il y a un fait, c'est que l'avocate dépose, fait des hypothèses, d'où mon objection. Elle essaye de déposer sur ce qui a pu ou non se produire au ministère des Affaires étrangères. Elle peut demander au témoin si celui-ci a une expérience avec le ministère des Affaires étrangères. Si la réponse est non, on passe à la suite. Et on ne doit pas spéculer sur ce qui a pu ou non se produire au ministère des Affaires étrangères. Peut-être qu'il y a d'autres témoins qui pourraient éclairer les parties et la Chambre. Le président. Merci, maître. La Chambre a déjà rappelé aux témoins quelles étaient ses obligations. Nous avons constaté que le témoin faisait de son mieux pour écouter les questions et y répondre. Le témoin a même demandé à ce que soient modifiées ses dépositions précédentes en cas d'incertitude, et cela fait référence aux auditions menées par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Le témoin essaye de déposer de manière adéquate. Il essaye d'éviter toute supputation. Comme nous l'avons observé hier, certaines réponses prenaient la forme d'hypothèses. La Chambre l'a signalé et à la reprise des audiences, la Chambre a rappelé au témoin ses obligations en lui disant qu'il devait répondre en se fondant seulement sur sa connaissance personnelle, sur sa propre expérience et ses observations. Tout cela est désormais clair pour tous. L'objection de la défense est sans fondement. Le témoin doit répondre à la question. Celle-ci n'est pas la même que celle qui a été posée hier. Le témoin. Concernant les communications envoyées depuis l'étranger, à l'époque, je savais que de telles communications existaient, notamment dans le cadre des relations diplomatiques. Mais pour ce qui est de la communication sous forme de télégramme, je n'avais aucune instruction pour traiter de questions en rapport avec le ministère des Affaires étrangères, raison pour laquelle j'ai préféré ne pas répondre. La partie civile. Merci pour votre réponse. Question suivante. Hier, vous avez parlé du comité 870 et du centre. À votre connaissance, combien de membres le comité 870 comportait-il? Réponse. Je ne savais pas combien de membres le comité 870 comptait.
Je ne savais pas non plus qui étaient les membres. Question. Je reviens quelque peu en arrière. Revenons à l'audience du 29 août. En réponse à l'accusation, vous avez dit qu'il y avait une question en rapport avec le front et l'arrière, à savoir que pour régler les problèmes sur le front, sans demander l'avis de l'arrière. Réponse. Concernant le travail que j'effectuais à l'arrière, il n'y avait que des télégrammes sur les victoires remportées sur le front. Ces messages étaient diffusés à la radio. Pour ce qui est d'autres questions intérieures en rapport avec l'arrière, il n'y avait pas d'instruction. Et ce, durant toute la période où j'étais dans la bananeraie, soit environ 1 an et demi, ou plutôt environ 6 mois, se reprend l'interprète. Il n'y a pas eu de communication entre le front et l'arrière. Il s'agissait essentiellement de messages à diffuser. Question. Sur la base de votre expérience au sein de l'équipe de décodeurs, pouvez-vous dire s'il y avait des zones ou des secteurs qui ne faisaient pas rapport au comité 870 ? Et dans ce cas-là, est-ce que le comité 870 en était au courant? Et si oui, quelle a été la réaction de ce comité et quelles ont été les mesures décidées par celui-ci? Réponse. S'agissant des rapports envoyés par l'échelon inférieur à l'échelon supérieur et vice-versa, le comité 870 ne réagissait pas concernant les rapports. Je n'ai constaté aucun incident de ce type. Je n'ai pas constaté que l'échelon supérieur ait réprimandé ou chapitré qui que ce soit à cause de l'absence de rapport. Question.
Hier, vous avez dit qu'en général, les messages entrants étaient adressés aux frères respectés et qu'il y avait certains messages adressés au comité 870. En l'absence de Pol Pot, qui prenait livraison des télégrammes en son nom et qui était habilité à répondre à ces télégrammes. Réponse. À l'époque du régime, je faisais partie de mon équipe de décodeurs. Comme je l'ai dit, il y avait plusieurs équipes. Mon rôle se situait à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Quand je décodais un message, celui-ci était envoyé à la partie intérieure qui faisait ce qu'il fallait. Je ne savais pas qui pouvait remplacer Pol Pot en son absence. Je ne sais pas qui était habilité à répondre. Question. Concernant la situation de Phnom Penh, à compter du moment où vous êtes venu habiter et travailler à Phnom Penh, avez-vous été le témoin de quelque incident que ce soit dont vous souhaiteriez faire état à la Chambre? Réponse. Durant mon séjour à Phnom Penh, c'est-à-dire de 1975 à fin 1976, il n'y a rien eu de particulier, mais à partir de fin 77 et jusqu'à début 79, l'insécurité semblait habiter tout le monde. J'ai aussi vu des rapports provenant des bases et portant sur certaines incursions et sur le conflit qui se déroulait sur le front de la frontière Est. J'ai aussi vu des combattants blessés. Les hôpitaux étaient pleins. J'ai aussi vu des gens qui avaient été transférés depuis l'Est et qui logeaient près de la rivière. Certains sont même allés plus loin que Phnom Penh. À Phnom Penh, en 1978, j'ai aussi entendu parler d'actes de sabotage. Des grenades ont été lancées, des diplomates étrangers ont été tués, des cadres ont été assassinés. J'ai vu et entendu cela en 1978. Pour toutes ces raisons, je n'étais pas heureux, je vivais constamment dans l'inquiétude. Voilà donc mes impressions quant à cette époque. Question. Vous avez parlé d'une attaque à la grenade. Qui en a été l'auteur? Et à quel moment cet incident est-il survenu? Réponse.
Je ne sais pas qui a perpétré cet acte de sabotage. D'après mes souvenirs, ça s'est produit en 1978. Avant la libération du 7 janvier 1979. Question. En ce qui concerne l'élimination des ennemis internes au sein du parti, est-ce que des télégrammes ont été envoyés à 870 concernant la purge des ennemis internes? Réponse. Concernant la purge ou l'élimination des ennemis, je pense que vous avez déjà vu le télégramme présenté par l'accusation et qui porte sur tout cela. Il existe de nombreux télégrammes qui en parlent, et donc pas besoin pour moi d'ajouter quoi que ce soit. Cela étant, la sélection, les purges, les exécutions, tout cela, je n'en ai jamais été témoin personnellement. Le président. Maître, vous devez poser des questions portant sur les faits dont le témoin a connaissance. Évitez de poser des questions sortant de ce cadre, car ce serait une perte de temps. Il ne vous reste qu'environ 37 minutes pour interroger ce témoin. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je passe à ma dernière question concernant les communications entre Nunchea, Pol Pot et Khieu Samphan. Et entre Ieng Sary et Pol Pot. Aviez-vous des informations sur ces communications ou entre les relations entre ces personnes? Ou bien avez-vous entendu parler des relations entre ces deux personnes dans le contexte de votre expérience de travail au service du bureau 870? Pouvez-vous nous apporter des éléments à ce sujet? Réponse. Concernant les relations entre ces dirigeants, cela dépasse le cadre de ce que je sais. À l'époque, mon rôle était très mineur. Je ne pouvais donc pas être informé des affaires concernant ces hauts dirigeants. La partie civile. Merci pour vos réponses. Je donne la parole à ma consoeur internationale. Merci, témoin, et merci, Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Nansepang. Je m'appelle Philippine Sutz et je suis, comme ma consoeur, avocat des parties civiles. Et je vais également vous poser quelques questions. Tout d'abord, j'aurais souhaité revenir brièvement sur la période de pré-75 et en particulier sur une déclaration que vous avez faite à Monsieur le procureur à l'audience du 29 août. Alors je me permets de lire le transcript. Vous avez dit « Concernant les plans de libération de Phnom Penh et la lutte contre les soldats de Long Nol, j'ai reçu des instructions concernant des attaques à mener contre telle ou telle cible. Il y avait en effet un plan qui existait. Des munitions étaient également prêtes. Pourriez-vous nous donner plus de précisions sur cette déclaration
et nous dire de quelle instruction il s'agissait exactement et qui vous avez donné ces instructions? Réponse. Le plan d'offensive contre Phnom Penh, j'en ai déjà parlé. J'ai dit clairement que je n'en avais pas connaissance et que je n'ai jamais vu de télégramme portant sur un ordre qu'aurait donné l'encart à l'armée en vue d'une attaque dans telle ou telle direction. Je travaillais à l'arrière. En ce qui concerne les plans d'offensive contre Phnom Penh, émanant de telle ou telle section, j'ai déjà dit clairement à la Chambre que Pol Pot se trouvait sur le champ de bataille à l'ouest de Phnom Penh. Il n'avait pas besoin d'envoyer des télégrammes concernant l'offensive contre Phnom Penh. En effet, toutes les divisions encerclaient déjà Phnom Penh. Moi, je me trouvais à l'arrière et il m'était impossible de savoir quoi que ce soit à ce sujet. Ce type de message ne serait jamais parvenu jusqu'à mon bureau dans la bananeraie. Je vous remercie. Ma question ne portait pas sur des télégrammes, mais sur une déclaration que vous aviez faite à l'audience. Néanmoins, pour des raisons de temps, je passerai à ma prochaine question. J'aurais souhaité vous poser quelques questions concernant votre famille, Monsieur Nansopang. Lors de l'audience du 29 août dernier, vous avez très brièvement évoqué vos parents sous questionnement de Monsieur le Président. Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails sur votre famille? Aviez-vous notamment des frères, sœurs, oncles et tantes? Le Président, Monsieur le témoin, veuillez ne pas répondre à cette question qui n'est pas pertinente. Le président de la Chambre a déjà posé des questions aux témoins concernant son identité et sa famille. Cela a déjà été fait. Monsieur le Président, si je peux me permettre, j'essayais de resituer un petit peu la famille du témoin, savoir s'il avait une famille pour ensuite lui demander s'il était en contact avec cette famille durant le régime entre 75 et 79, puisqu'il n'en est fait aucunement état dans ses auditions. Le Président. Témoin, vous n'avez pas besoin de répondre à cette question qui ne contribue pas à la manifestation de la vérité. Monsieur Nansopang, j'aurais souhaité maintenant vous poser quelques questions concernant la situation à Phnom Penh entre 1975 et 1979. Vous nous avez donc dit être arrivé à Phnom Penh en fin de l'année 75. Pourriez-vous nous décrire la situation de la ville de fin 75 à fin 79, s'il vous plaît? Début 79, pardon. Réponse. J'en ai déjà parlé ici et j'ai décrit
ce que j'ai ressenti en arrivant à Phnom Penh. J'ai dit que la ville était silencieuse et n'était pas aussi peuplée que la ville d'aujourd'hui. Et ce qui m'a paru étrange à cette époque, ou plutôt se reprend l'interprète, rien ne m'a paru étrange lorsque je suis arrivée. C'était plutôt fin 1977 et début 1978 que j'ai commencé à avoir l'impression que quelque chose sortait de l'ordinaire, et j'en ai déjà parlé ici au prétoire. Pouvez-vous nous donner plus de précisions et nous dire quelles étaient les personnes qui étaient présentes à Phnom Penh à cette époque? Quel type de personnes? Réponse. J'ai vu des ouvriers des usines, j'ai vu des soldats, mais surtout des ouvriers qui travaillaient dans les usines de la ville. Ils travaillaient très dur afin de fabriquer des articles qui seraient ensuite distribués dans les coopératives, dans les bases. Voici le type de gens que j'ai vus dans la ville. La majorité de ces gens étaient des ouvriers. Je vous remercie. Aviez-vous l'occasion de vous déplacer régulièrement dans la ville, à différents endroits, différents cas par exemple? Réponse. Je ne me déplaçais pas souvent. En raison de la discipline, chacun devait se consacrer à ses fonctions et bien les remplir. Pour cette raison, je ne pouvais pas partir et aller à d'autres endroits. Certaines fois, lorsque on m'a dit de donner des instructions techniques à d'autres personnes, j'en ai déjà parlé. Par exemple, lorsque on m'a demandé de former des gens et d'aller à un endroit où on avait besoin de ces compétences, à ce moment-là, j'y allais. À cette époque, même lorsque mon frère est tombé malade, je n'ai pas pu aller le voir. Ce n'était pas à moi de prendre cette décision de mon propre chef. Je n'osais pas demander l'autorisation de quitter mon travail pour aller voir mon frère malade, car j'avais des tâches à faire qui m'étaient confiées par l'ANCAR et je devais les faire. Je vous remercie. Dois-je comprendre que vous n'aviez donc pas la possibilité de circuler librement, ni dans la ville, ni dans les provinces, bien sûr? Réponse. Oui, en effet, on ne pouvait pas se déplacer librement. Je vous remercie. Vous avez déclaré que votre téléphone ne pouvait contacter que 3 endroits, le bureau de Khieu Samphan, les locaux de Huos et les locaux de Caen. Saviez-vous pourquoi? Réponse. C'était parce que la ligne téléphonique qui
arrivé à mon bureau était une ligne terrestre fixe. Ce n'était pas un téléphone sans fil. Donc cette ligne était fixe et était connectée à mon bureau. L'objectif était de faciliter la communication, l'échange de correspondance et des ordres et des instructions qui devaient être communiqués. Si j'avais des messages urgents à transmettre à K18, et si les messages étaient très urgents mais n'étaient pas encore décodés, et lorsqu'il fallait le communiquer d'urgence, alors je demandais aux gens d'attendre 5 ou 10 minutes avant de couper la communication. Donc je restais en communication avec eux pour qu'ils m'attendent afin de décoder et puis communiquer le message directement. Je vous remercie. J'aurais aimé maintenant revenir brièvement sur le rôle des enfants dont vous aviez la charge dont vous aviez la charge de former et qui également décodaient des messages avec vous, des télégrammes. Sauriez-vous nous dire comment et par qui ces enfants ont été choisis pour être envoyés à Phnom Penh? Réponse. Les enfants étaient sélectionnés par l'organisation locale ou par ANCAR. Au début, ils n'étaient pas envoyés directement à mon bureau. Je le savais parce que j'ai demandé aux jeunes et ils m'ont dit que dans un premier temps, on leur a dit de rester à un endroit sur le bord du fleuve. Je n'ai pas posé d'autres questions concernant l'endroit où ils étaient avant de venir à mon bureau. Ils étaient tous regroupés et ensuite on me les a envoyés. Certains étaient illettrés, donc j'ai dû aussi leur apprendre à lire et à écrire. Je vous remercie. Savez-vous s'ils ont été choisis sur des critères précis? Réponse. Les critères utilisés à cette époque concernaient l'appartenance de classe. Il fallait venir d'une bonne classe propre, c'est-à-dire être des enfants du peuple des bases. C'était le principe utilisé lorsque on recrutait des gens pour travailler. On recherchait des gens honnêtes. L'honnêteté étant très important à cette époque. Je vous remercie. Vous nous avez indiqué que ces enfants avaient entre 10 et 12 ans. Quelqu'un était-il en charge de s'occuper de ces enfants, de prendre soin d'eux, ou bien étaient-ils livrés à eux-mêmes? Réponse. Je ne sais pas si j'ai déjà dit que les enfants avaient 10 ans. C'était peut-être une faute de frappe. Moi, j'ai dit qu'il y avait des enfants aussi jeunes que 12 ans. Dès cet âge,
il pouvait s'occuper seul de s'habiller, par exemple, et de s'occuper d'eux-mêmes. Et moi, je les traitais comme de jeunes frères et sœurs. Parfois, la nuit, ils oubliaient d'accrocher les moustiquaires. Et donc, c'est moi qui préparais les lits. J'étais un peu comme un deuxième père pour eux. Je vous remercie. Je vous confirme que lors de votre première audition par les juges d'instruction, vous aviez répondu. Ils étaient âgés de 10 à 12 ans. C'est dans le document donc E3/64. Je citerai les ERN. ERN en français 0041 696 et l'ERN en anglais 0033 40 46. Je n'ai malheureusement pas l'ERN en khmer. Je voudrais vous poser une dernière question concernant ces enfants. Étaient-ils soumis à une discipline stricte comme c'était le cas pour les autres personnes ? Réponse. Là où j'étais, il n'y avait pas de discipline stricte. Les enfants étaient considérés comme étant des plus sincères. Ils bénéficiaient de certaines libertés dans la manière dont ils vivaient et mangeaient. À l'école, ils avaient le droit de manger les noix de coco et les fruits cueillis dans les arbres à cet endroit. Ils avaient le droit de le faire. Je ne leur ai jamais empêché de le faire. Ils vivaient dans de bonnes conditions. On ne leur mettait pas la pression. Je vous remercie. Étaient-ils jamais soumis à des punitions ? Réponse. Personnellement, je n'ai jamais torturé l'un d'entre eux. Si ils ne travaillaient pas correctement ou ne faisaient pas de leur mieux, alors je leur conseillais de se corriger et de devenir de bons citoyens pour le parti et pour le pays. Je n'ai jamais eu recours à la torture pour éduquer les jeunes enfants. Je vous remercie. J'aimerais maintenant revenir sur une déclaration que vous avez faite au bureau des co-juges d'instruction lors de votre seconde audition. Il s'agit donc du document E3/67, ERN français 00374933, ERN anglais 00483966 et ERN khmer 00294537. Dans cette déclaration, vous dites « Le terme « retirer » veut dire retirer d'un endroit ou bien transférer d'un endroit de rééducation à un autre. Mais je ne savais pas exactement car je ne faisais qu'accomplir mon travail. Moi-même, j'avais aussi peur d'être retirée parce que quand on nous retirait, cela veut dire que nous avions commis une telle ou telle faute. Quant au fait qu'on retirait des gens de mon endroit, je n'en savais rien. À ma connaissance, Yus a été retiré, puis remplacé par Pauk à sa place. Quant à Pang, T, de K1, je n'en savais rien, mais peut-être qu'ils ont eux aussi été retirés. Pour Pon,
je n'en savais rien. Entre T et Pang, je ne sais pas qui a disparu le premier. Alors, j'aimerais tout d'abord vous demander quelques clarifications quant à cette déclaration qui est parfois contradictoire. Je ne suis pas bien sûre de comprendre. Savez-vous si T et Pang ont été retirés ou savez-vous s'ils ont disparu? Réponse. Je n'étais pas au courant à l'époque lorsque les gens disparaissaient ou étaient retirés. Les enquêteurs m'ont posé cette question à de multiples reprises et j'ai déjà dit que je n'ai jamais été au courant. Tout d'abord, il m'a demandé de parler du retrait des gens et j'ai commencé à en parler et puis on m'a bombardé de questions concernant Pang et T. Et je n'avais rien à dire, je ne pouvais dire simplement que je ne le savais pas. Et vous le voyez dans ma déclaration, il ne faut pas utiliser cette déclaration comme preuve car j'ai bien dit que je ne savais pas. Je ne sais pas ce qui se passait quand les gens étaient retirés des bases. Je ne savais pas comment cela fonctionnait. J'étais inquiet, très inquiet, que si je faisais mal mon travail, que moi aussi je serais retiré. J'ai donc fait de mon mieux pour me reforger et faire en sorte de respecter le code de bonne conduite. En ce faisant, je me disais que je ne ferais pas d'erreur et que donc je ne serais pas retiré. À cette époque, j'ai fait de mon mieux pour me corriger et pour être au mieux de mes capacités pour éviter d'être retiré. Je vous remercie pour ces précisions, Monsieur Nortepang. Au-delà de T et Pang, est-ce que, puisque vous évoquez vous-même cette peur d'être retiré dans le cas où vous n'effectueriez pas votre travail correctement, avez-vous remarqué, est-ce que cela signifie que vous aviez remarqué autour de vous des gens qui disparaissaient? Y avait-il des disparitions sans parler de noms de personnes précises? Était-ce un phénomène courant autour de vous? Réponse. J'ai appris que lors de la disparition de Youth, Pok a été appelé pour devenir le chef de K18. Et je me suis dit que ce n'était pas normal parce que j'avais l'habitude de recevoir les instructions de Youth et en 1978, c'était Pok, mon interlocuteur, et non plus You. La disparition de You m'inquiétait parce que je me suis dit qu'il devait y avoir une raison à sa disparition. Si Youth n'avait pas fait de mal, alors Pok ne l'aurait pas remplacé. Je vous remercie.
J'aimerais à présent revenir quelques instants sur le comité 870 et sur ce qu'il représente. Durant vos 2 auditions par le bureau des co-juges d'instruction, tout comme durant ces derniers jours à l'audience d'ailleurs, vous avez évoqué le comité 870 de nombreuses fois. Toutefois, il m'apparaît certaines zones d'ombre quant à sa définition, puisque vous le définissez parfois comme étant le comité permanent et parfois comme étant le comité central. Alors, pourriez-vous m'expliquer quelle est pour vous la différence entre ces 2 comités, s'il en existe une ? Réponse. Je pense que vous-même, vous travaillez dans le cadre des Nations Unies et même dans les Nations Unies, il y a un organe de type comité permanent. Je ne tiens pas à en parler davantage, c'est quelque chose qui est un fait notoire. Je ne sais pas s'il y a un problème de traduction, mais j'essayais d'obtenir une précision de votre part, puisque lors de vos auditions, et je vais reprendre les PV, vous citez tantôt, vous faites une différence entre comité central et comité permanent. Central et permanent. Et vous définissez tantôt le comité 870 comme étant le comité central, et parfois comme étant le comité permanent. Je souhaiterais donc savoir s'il s'agit de la même entité. Réponse. Je ne suis pas très certain de ce terme comité et donc je ne sais pas très bien. Parfois je lisais le comité 870, parfois bureau 870. Et parfois simplement 870, sans comité ni bureau. J'ai donc du mal à apporter d'autres précisions parce que ces termes étaient interchangeables et j'aurais du mal à dire, à faire la différence. Je vous remercie. Donc, pour être bien clair, pour vous, les termes comité 870, comité permanent et comité central se référaient à la même chose, la même entité. Mr. President, if I may. Maître Carnavas, Monsieur le Président, j'aimerais intervenir. Ceci, il ne faut pas donner une mauvaise représentation de la déposition du témoin. Nous savons ce qu'il a dit, et là, ma consoeur essaie de le résumer, mais ce résumé est inexact et ne correspond pas aux réponses qu'il a données. Je pense qu'il a donné une réponse à la question et qu'il faut maintenant passer à autre chose. Le président témoin, veuillez ne pas répondre à la question. Monsieur Lansopong, j'aurais souhaité à présent vous poser quelques questions sur Nunchea, et j'aurais souhaité faire référence à votre audition, à votre première audition par le bureau des co-juges d'instruction. Lors de votre premier interrogatoire, un certain nombre de télégrammes vous ont été présentés. Télégrammes qui ont été repris hier par Monsieur le coprocureur. Il s'agit du télégramme 15, le document E3/1679 et le télégramme 54, numéro E3/513.
Lorsque vous avez été interrogé sur ces 2 documents par le bureau des co-juges d'instruction et qu'on vous a en particulier demandé pourquoi Nuun Chea était copié dans ces messages, vous avez, pour ces 2 télégrammes, répondu « Nuun Chea était responsable du secteur relatif au peuple. Il était chargé des affaires relatives au peuple. » Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer exactement ce que signifie que Nuun Chea était responsable du secteur relatif au peuple? Quelles étaient concrètement ses responsabilités? Réponse. Cela avait été annoncé publiquement que M. Nuun Chea était rattaché à l'Assemblée des représentants du peuple, dont il était le président. En tant que tel, représentant du peuple, il était au courant des questions concernant le peuple et il présidait l'organe supérieur qui était responsable des affaires ayant trait au peuple, parce que c'est lui qui le représentait. Je vous remercie. J'aurais souhaité maintenant faire référence à une autre de vos déclarations. Il s'agit encore du document E3/64, ERN français 004111708, ERN anglais 0033408 et ERN Khmer 0032801. Vous avez également donc déclaré les problèmes intérieurs et d'inconduite morale relevaient de Nuun Chea. Vous déclarez ensuite, quant au terme faute morale, il se référait au viol. Pourriez-vous nous dire si vous avez eu affaire à beaucoup de télégrammes se référant à des cas d'inconduite morale ou de viol? Réponse. S'agissant de télégrammes sur l'inconduite morale, ce que vous avez vu, c'est ce que j'ai vu. Un télégramme a été envoyé depuis le mont Dulkiri. J'ai vu seulement un télégramme sur ce type de choses. À l'époque, quand quelqu'un était dénoncé comme étant l'auteur d'un acte d'inconduite morale, cela pouvait renvoyer à un acte d'inconduite à caractère sexuel. Je ne me souviens pas avoir vu d'autres télégrammes provenant de quelque secteur que ce soit, exception faite de celui que vous avez mentionné. Je vous remercie pour ces précisions, monsieur le témoin. J'en ai presque terminé avec mes questions. Je voudrais revenir sur une dernière déclaration que vous avez faite. Il s'agit de votre seconde audition par le bureau des co-juges d'instruction, donc encore le document E3/67. Alors, cette fois-ci, ERN en français 0037
4935, ERN en anglais 00483968 et ERN en khmer 00294539. Donc, dans cette déclaration, M. Nansopang, vous évoquez une personne nommée Camille. Vous dites la chose suivante. Sous le comité de 870, il y avait aussi une unité militaire dirigée par Camille, qui avait sacrifié sa vie sur le champ de bataille en 1978-1979. K1 était le lieu de travail de Pol Pot et K3 celui de Khieu Samphan. Alors, j'abrège. Sous 870, je savais qu'il y avait S-71 et une unité militaire dirigée directement par Camille. Pourriez-vous nous apporter plus de précisions, Monsieur Nansopang, sur qui était ce Monsieur Camille et quel était son rôle? Réponse. Monsieur Camille appartenait à une minorité ethnique du nord-est. Je ne connaissais pas son nom complet. On l'appelait Camille. Il était à la tête d'une unité de soldats dont le quartier général se trouvait à côté de l'école dans laquelle j'enseignais. Monsieur Camille dirigeait l'unité placée sous le contrôle direct de S-71 et sous le contrôle direct de 870. Lorsque des visiteurs venaient, c'était Camille qui s'occupait de la sécurité. Merci. Savez-vous quel était le nom de cette unité militaire? Était-elle désignée par un chiffre? Réponse. Non, je n'en sais rien. Avez-vous déjà entendu le sigle Y10? Réponse. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi j'ai dit que je ne savais pas. Je vous remercie. Vous n'êtes donc pas en mesure d'affirmer ou de me dire que Y10 était le nom de cette unité militaire dirigée par M. Camille? Réponse. Effectivement, je l'ignore. Je ne connais même pas les autres bureaucrats autour de cette entité, sans même parler de l'unité militaire. Je ne me souviens pas de tous ces bureaucrats, sans même parler de l'unité militaire. Le président. Maître, de combien de temps avez-vous encore besoin? Il est déjà 12h08. J'en ai terminé avec mes questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le président.
Merci, maître. Merci, monsieur le témoin. Cette audience touche à son terme. Les débats reprendront demain matin à 9 heures. En effet, cet après-midi, il n'y aura pas d'audience car la Chambre doit délibérer de certaines questions. Demain se poursuivra la déposition de M. Nong Sopong, lequel sera interrogé en premier lieu par la défense de Khieu Sampan, après quoi les deux autres équipes de défense auront la parole. Monsieur Nong Sopong, votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes prié de vous présenter à nouveau demain. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance aux témoins et veillez à ce qu'ils soient de retour dans le prétoire demain pour 9 heures du matin. Agent de sécurité, veuillez conduire tous les accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire pour 9 heures du matin demain.